Noblesse oblige de Maïwenn Alix chez Slalom. Chapitre 1er. Je pose les mains avec douceur sur les touches noires et blanches. Les notes s'envolent, légères, au-dessus du piano, et s'épanouissent dans le salon bleu au mobilier Louis XV. Les variations Goldberg. Madame de Kerdoncuf apprécie particulièrement la deuxième quand elle reçoit. « Oh, ma chère amie, vous aviez raison, ce thé est divin !» s'exclame Madame de Fontaine. « N'est-ce pas? Monsieur l'a fait venir spécialement de Chine. Une cargaison pleine. C'est un produit rare. Une production limitée, m'a-t-il dit. 8 tonnes par an seulement. Un luxe réservé aux plus grands. Naturellement, la cour en raffole aux Tuileries. Il me faut toute la maîtrise de mes sentiments pour ne pas enfoncer les touches suivantes avec plus de force que ne le demanderait ce morceau. Elle a fait venir ce thé avec nos bateaux. Si mon père n'avait pas été injustement embastillé, son entreprise d'armement saisie et confiée à ces nobles familles, j'aurais été celle en train de le déguster et de le faire découvrir à ses amis. Je prends une grande inspiration à la fin de la mesure, ce qui me permet de revenir à la musique, tout en créant une certaine tension dramatique. Concentre-toi, Gabriel. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi exquis. Mes compliments à monsieur. Quelle trouvaille! Les deux précieuses ne se sont rendues compte de rien. Ce n'est pas étonnant. Madame de Kerdoncuf, ma maîtresse, se croit mélomane, mais n'a ni oreille ni sens du rythme. Elle se contente de répéter les avis des autres. Sa critique d'un opéra sera en tout point similaire à celle de la Revue des Arts, qu'elle se devra de lire avant chaque représentation afin de paraître savante auprès du beau monde pendant l'entr'acte. Alors, ma chère, avez-vous eu vent de nouvelles excitantes sur la prochaine saison de Noblesse oblige s'enquiert Madame de Fontaine en se penchant vers ma maîtresse. J'ai ouï dire que la duchesse douairière de Léon venait séjourner chez vous ce soir. C'est donc une jeune fille de la région aura l'honneur d'y participer cette année? Madame de Kerdoncuf porte la main à sa bouche, affiche l'air joueur et faussement surpris d'une intrigante. Elle a elle-même lancé la rumeur de la visite de la duchesse. Bien entendu. Elle l'a mentionné suffisamment fort à son mari à la messe de dimanche dernier pour que le bruit court sur les bancs. Avant la fin du rite, tout Brest avait connaissance de l'honneur qui lui était fait. « Oui, ma chère, dit-elle en baissant la voix. Elle arrive en fin d'après-midi. » Je jouais le morceau mezzo forte. Je continue, piano. Voilà enfin des informations dont je pourrais faire quelque usage et qui intéresseraient Madame Lautrec. À 17 ans, toutes les femmes sont invitées à se faire recenser et à se faire prélever un échantillon sanguin. Personne ne sait vraiment sur quelle base ceux-ci sont analysés, mais les services du roi s'en servent pour identifier une poignée de jeunes filles censées être de sang pur, malgré leur naissance parmi les roturiers. Les heureuses élues, comme par hasard toujours belles et talentueuses, sont invitées à participer à l'émission Noblesse oblige. Elles sont envoyées à Versailles pour y rencontrer de jeunes nobles en quête d'épouses, le tout devant des dizaines de caméras de télévision et sous les yeux de la France entière. Si je pouvais savoir qui fera partie de la sélection cette année, mon réseau saurait sûrement mettre à profit ce renseignement, en enlevant la pauvrette afin de lui épargner le choix entre un mariage sans amour et le couvent, par exemple, ou en lui proposant d'espionner pour notre compte. Les candidates doivent certainement avoir accès à tout un tas d'informations sensibles que nous pourrions exploiter. Vous avez deviné juste, finit par confier Madame de Kerdoncuf. Une jeune femme de Brest sera bien présente à Versailles cette année. Mais c'est tout ce que je peux vous dire, car je n'en sais pas plus. Elle prend une petite gorgée de thé et je joue si pianissimo que je peux l'entendre déglutir. Lui a-t-elle menti ? Plus tôt dans la journée, je l'ai vu recevoir une lettre qui lui a fait de l'effet. Je me raisonne aussitôt et continue mon morceau. La Kerdoncuf est trop gourmande de ragots pour garder un tel secret.
En revanche, j'ai bon espoir d'obtenir que mon Édouard y ait sa place aussitôt fêté ses 18 ans, ajoute-t-elle, rayonnante de fierté. Édouard, à Versailles? Très cher, ce serait exceptionnel, n'est-ce pas? La duchesse m'a promis d'en discuter dès son arrivée. Vous vous doutez qu'elle n'aurait pas proposé d'aborder le sujet si ce n'était pas quasiment fait. Oh, je l'y vois déjà. Voilà donc le contenu de la missive qui l'aura mise dans tous ses états. Je ravale un éclat de rire. Édouard de Kerdoncuf, l'héritier de la famille, est un gros phoque de 15 ans qui ne sait pas différencier sa gauche de sa droite. Sans la fortune et les réseaux de sa famille, ce garçon n'aurait aucun avenir. Gabriel! Je relève la tête de mon clavier. Jouez-nous quelque chose de plus entraînant. Tenez, improvisez comme la dernière fois. Bien, madame. J'obtempère et me lance dans une variation d'un thème de jazz que j'ai déjà interprété dans ce même salon il y a 3 jours. N'ayant que peu de mémoire pour les mélodies, elle l'aura oublié. Quelle perle, votre dame de compagnie, commente madame de Fontaine. Quel talent vous avez à votre disposition. Oh oui, Gabrielle m'est très agréable. Vous savez, la duchesse de Léon elle-même m'a confié la dernière fois qu'elle a séjourné chez moi que ma protégée aurait pu se produire à l'opéra d'Istanbul. Je ne relève pas, je ne réagis pas, je me contente de moduler ma variation, de lui donner une couleur sombre et menaçante derrière son apparent entrain. Lorsque les sœurs du couvent Sainte-Augustine, en charge de mon éducation, m'ont annoncé que l'argent versé par mon père désormais déchu n'était plus suffisant pour payer ma scolarité et que j'allais être placée au service d'une des familles qui avait justement profité de notre ruine, je savais aller au-devant de temps difficiles. En revanche, je n'avais pas imaginé recevoir ainsi régulièrement des coups de poignard à chaque fois que ma maîtresse se vanterait publiquement de l'avenir dont elle m'a spolié. J'aurais pu jouer à Paris, à Istanbul, à New York. Me voilà enchaîné à une famille qui m'a privé d'éducation et m'exhibe désormais comme un animal de foire à chacune de ses petites sauteries. Pire, plus que mes maîtres, ils sont aussi devenus mes tuteurs légaux jusqu'à ma majorité, à 21 ans. Je n'ai donc pas d'autre choix que de travailler pour eux et au prix ridicule qu'ils ont fixé. Quel courage de la part de madame de Léon d'apparaître dans l'émission cette année, enchaîne madame de Fontaine, après ce qui est arrivé à sa pauvre bru. Tragique, renchérit la Kerdoncuf en secouant la tête d'un air contrit. Si jeune, si belle, mariée depuis 6 mois à peine. Vous savez, de ce que j'ai pu entendre, le jeune Léon ne s'en est toujours pas remis. Nous non plus, ma chère, nous non plus. Je m'accorde le plaisir quelque peu facétieux de tâter ma mélodie d'une pointe de mélancolie, alors que les 2 nobles femmes hochent tristement la tête. La jeune Capucine de Léon, née Trégor, était la grande gagnante de la saison précédente de Noblesse oblige. Aussi intelligente et vive que gracieuse et belle, Capucine avait ravi le cœur du jeune Hervé de Léon, héritier de la plus vieille et la plus importante famille de France, en dehors de celle du roi. Tout le royaume a assisté à leur histoire d'amour télévisuelle, a levé un verre à leur santé le jour de leur mariage et a porté un brassard noir, le lendemain de la mort de la jeune femme, survenue lors d'une soirée organisée pour l'anniversaire du dauphin, il y a 3 mois. Une triste mais banale histoire d'incendie qui a fait partir en fumée la duchesse et la moitié du petit Parthénon où la fête avait lieu. En temps normal, j'aurais eu de la sympathie pour la douleur du jeune veuf, mais sa famille est celle qui s'est vue confier la gestion de l'entreprise d'armement de mon père après qu'elle a été saisie. En ce qui me concerne, il peut bien se noyer dans ses larmes. Pensez-vous que Léon participera à nouveau à Noblesse oblige ? Demande madame de Fontaine, toujours aussi fouineuse. Cette année ? Non, ce serait inconvenant. Mais d'ici 1 an ou 2, peut-être. Ma maîtresse hausse les épaules avec un sourire en coin qui laisse à penser qu'elle en sait davantage. Je doute pourtant que la duchesse de Léon, toute amie qu'elle soit, l'ait entretenue de ses plans pour son fils. Ce serait une bonne chose. Ballade en terre de France me paraît si triste depuis qu'il n'y est plus. J'aimais beaucoup les références littéraires qu'il apportait aux présentations historiques de sa mère. La duchesse veut le préserver,
lui confie la Kerdoncuf. Il porte toujours le grand deuil. Alors apparaît tous les samedis à l'écran pour parler art et peinture. Nouveau sourire affecté. J'augmente le rythme de la mélodie, frappe les touches avec quelques éclats de colère. 3 mois que la femme de Léon est morte, et ce paresseux ne se sent toujours pas de se remettre au travail, alors que celui-ci se résume à lire de simples extraits de textes classiques pour l'émission d'histoire animée chaque semaine par sa mère. Pourtant, le mois dernier, quand un de nos anciens chalutiers a coulé, sa famille ne s'est pas souciée d'accorder la moindre pension, le moindre dédommagement aux veuves des marins disparus. Celles-ci n'ont pas eu une journée pour pleurer leur mort, qu'elles devaient déjà s'occuper à trouver de quoi nourrir leurs enfants. La vitesse à laquelle l'intendant des Léons les a privées de leur mari et de leur seule source de revenus n'a eu d'égal que celle des proxénètes qui se sont empressés de leur proposer du travail pour subvenir à leurs besoins. 11 heures sonnent à l'horloge ancienne sur le marbre blanc de la cheminée. Une suite de 6 notes qui provoque un réflexe immédiat chez madame de Kerdoncuf. Elle se lève pour relever l'épais velours jaune moutarde qui cache l'écran de télévision dans la bibliothèque. J'abrège aussitôt la mélodie, et le silence alourdi du tic-tac de la pendule retombe dans le salon bleu. « Mais c'est l'heure, n'est-ce pas » s'exclame La Fontaine. « Oui, très cher, vous allez voir » se rengorge ma maîtresse. Le poste s'allume sur La vie des saints, la série télévisée du moment où une Madame de Noailles, bien trop vieille pour le rôle, mais au visage récemment lissé, interprète Sainte Catherine. Madame de Kerdoncuf change de chaîne et nous basculons sur la 2, où Monsieur de Choiseul donne des conseils pour entretenir son jardin et son potager, depuis son domaine, célèbre pour ses parcs. Nous passons ensuite sur la 3, où à cette heure-ci, la comtesse de Provence anime un débat sur le cinéma. Cela continue ainsi, longue navigation sur les flux de propagande de la noblesse, jusqu'à la chaîne 7, le canal réservé aux plus grandes familles, à laquelle seuls quelques foyers privilégiés ont accès, pour assister au cérémonial de la cour royale retransmis depuis les Tuileries. La chapelle du palais est encore vide. Louis XXI n'est pas encore arrivé. Droite sur mon tabouret, je me prépare à partir dès que la Kerdoncuf m'en donnera l'ordre. Oh, « C'est extraordinaire, ma chère Adrienne !» bafouille une pâlissante madame de Fontaine. « N'est-ce pas ?» Ma maîtresse rayonne, comme à chaque fois, ces 2 dernières semaines, qu'elle a invité une de ses connaissances à assister à la messe quotidienne du roi de France. La possibilité de voir le monarque n'est en théorie pas à la portée de la petite noblesse terrienne. Qu'a fait M. de Kerdoncuf pour obtenir en quelques années un poste au sein d'une entreprise saisie par l'État? Une rente de situation donc. Et maintenant, ceci. La chaîne 7. Un des privilèges les plus convoités au sein de l'aristocratie. Je cherche encore. J'avais dans l'idée que l'homme était à l'origine des accusations de fraude et des fausses preuves contre mon père. Mais la vie ici m'a enseigné que c'était une machination trop compliquée à imaginer pour ce lourdeau sans subtilité. Je suspecte désormais quelque chose de plus scabreux. Des services rendus lors de ses séjours à la cour, des amitiés de maison close avec quelques puissants. « Regardez, regardez, il arrive !» s'excite madame de Fontaine. Les 2 femmes se lèvent en une débauche de tissu jaune et orange, se signent en même temps que la foule dans la chapelle. Louis XXI, en habit de soie bleu ciel rebrodé d'or, ses cheveux grisonnants et désormais clairsemés, retenus en catogan, s'avance dans sa loge. Je jette un œil à la porte. Dois-je rester? Partir? Je ne suis normalement pas censée assister à la cérémonie. Tout à son excitation et à la joie d'afficher sa réussite sociale à une lointaine amie d'enfance, ma maîtresse a oublié de me congédier. Or, je n'ai pas le droit non plus de quitter la pièce sans qu'elle me l'ait expressément demandé, et je peux encore moins prendre le risque de la déranger pendant un office. Dans le doute, je reste sur mon tabouret, me fais la plus discrète possible. Je devrais baisser les yeux, mais l'écran les attire comme un aimant. Le roi s'est assis sur son fauteuil de velours rouge, sous les yeux des plus grandes familles de France, qui le contemplent en silence depuis la nef. Une bouffée de haine me prend à la gorge. Tous les plus gros parasites de ce pays, réunis en un même endroit,
devant le plus énorme d'entre eux, l'artisan de ma ruine et de celle de tous ceux qui osent s'élever un peu trop par eux-mêmes et pourtant faire de l'ombre à sa cohorte de privilégiés. Louis XXI fait un geste, et les orgues de l'église résonnent. Alors qu'un tédéum magistral s'élève dans le salon, je m'imagine le bruit que ferait la tête du monarque en tombant dans un panier sur l'échafaud.